Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une série qui est évidemment pas inconnue à la chaîne. J'ai nommé le Mercato Parfait avec un poste où on peut tout simplement créer une équipe car le PSG a 11 gardiens sous contrat. Du coup, je lui consacre un épisode entier, surtout que cet été il y a beaucoup de dilemmes, de clivages entre les supporters et des choix à faire. Alors c'est parti, on va faire tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Bon, comme je le disais, on a 11 joueurs dans l'effectif qui sont des gardiens sous contrat au PSG et c'est l'exemple parfait de la gestion calamiteuse. D'abord des contrats, de la masse salariale, des jeunes aussi, et bien sûr de la politique avec l'exemple de la saison dernière. Donnarumma qui signe un mois après la prolongation de Keylor Navas. Ça n'avait ni queue ni tête et encore moins de logique politique à long terme, c'est très court-termiste. Bref, d'abord, listons les gardiens, on va pas s'arrêter sur tous. Keylor Navas, Alexandre Letellier, Areola, Rico, Donnarumma, Marcin Bulka, Garrison Innocent, Denis Franchi, Lucas Lavallée, Mathias Randriamami, et enfin, début mai, on a annoncé que Louis Mouquet pourrait bien signer un premier contrat pro au PSG. Les négociations sont bien lancées. Ça fait 11, une équipe de gardiens. Ça, évidemment, pour moi, c'est déjà une première critique qu'on peut émettre. Comme évidemment le Donnarumma, Keylor Navas, Rico que tu recrutes quand même 6 millions d'euros pour être numéro 2. Au final, aujourd'hui, ça finit en prêt. Une vraie passoire, on y reviendra plus tard. Et évidemment, Areola aussi, gardien surpayé, 8 millions d'euros par an. On va commencer par là. C'est Antero Henrique qui l'a prolongé. Évidemment, il ne veut pas être numéro 2 au PSG. C'est dommage parce que dans ce rôle-là, il serait très bien en fait. C'est dommage qu'il ne veuille pas parce que c'est un gardien qui est bon sur les frappes à bout portant, qui a un bon timing et qui a eu de bonnes dynamiques au PSG par moment, qu'on ne peut pas oublier tout simplement, qui a fait de très très gros matchs, il a quelques références. Problème, il y a des bourdes aussi. Et il y a surtout des matchs, c'est un gardien qui fait quelques arrêts sur une heure, et au bout d'une heure, tu sais pas ce qui se passe, il prend un but évitable ou un but casquette tout simplement qui va venir ternir la prestation. Je me souviens de pas mal de prestations, notamment une contre Lyon je crois, où tout simplement c'est la frustration qui ressort parce que le garçon il te fait des arrêts mais il gâche un petit peu tout. Il est à West Ham, on sait qu'il a une attache avec Londres, sa femme qui aime la ville et tout ça, option d'achat à 12 millions d'euros, on sait très bien qu'aujourd'hui le problème au PSG ce n'est pas faire rentrer de l'argent par les transferts mais alléger la masse salariale. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle a explosé. Elle est passée à 600 millions avec le mercato de l'été dernier. Et surtout parce que le nouveau fair play financier va être axé sur cette masse salariale qu'il va falloir dégraisser absolument pour être dans les normes. Là, ça va devenir une question de texte, de règlement, tout simplement. Je ne me suis pas renseigné, donc je ne peux pas vous donner les chiffres détaillés. Je le ferai peut-être dans une future vidéo. Mais dans tous les cas, 8 millions d'euros par an. Alors oui, les clubs auxquels il est prêté en prennent une partie, mais le PSG, quand même, en garde une autre partie. Et c'est toujours bien de s'en séparer, allez, 6-8 millions. L'option d'achat à 12 millions, j'y crois pas du tout qu'elle soit levée sans négociation au préalable. Évidemment, si on peut faire 6-8 millions, pas de problème. Je dirais qu'ils sont anecdotiques par rapport à son salaire qu'on économiserait tout simplement. Voilà, aujourd'hui, l'optique, on va dire, c'est triste d'en être arrivé là, parce que on sait aussi que de l'autre côté, Leonardo est incapable de vendre, et que ça sert à rien de faire des plans sur la comète avec machin que tu vas vendre 15, machin que tu vas vendre 20. À un moment donné, ça fait 3 ans qu'on fait rien du tout, que Leonardo est incapable de nous séparer de nos indésirables, donc c'est très compliqué. Il les prolonge même, c'est ça le drame, c'est qu'il les prolonge carrément. Kurzawa, Julian Draxler par exemple. Aujourd'hui, on va par exemple avoir le dossier Thilo Kehrer qui est en fin de contrat en 2023. Bon, Alexandre Letellier, il a 30 ans, on sait pourquoi il est là, il est formé au club, c'est pour la liste UEFA, on rappelle qu'elle impose 8 joueurs formés localement, donc en France, dont 4 formés au club. Lui,
Il est formé au PSG, il a quand même un sacré emploi fictif, 30 000 euros par mois pour un job de rêve, s'entraîner tous les jours avec Lionel Messi, Neymar et tout le gratin du foot mondial. À Paris en plus, la plus belle ville du monde, non mais que demander de plus, tout simplement. Il est en fin de contrat au terme de cette saison. Tout va dépendre en fait des ventes qu'on fait à côté. Parce que si tu vends par exemple Abdou Diallo, qui est formé en France, Mbappé, qui lui je crois même est considéré comme formé au club Mbappé, si je dis pas de bêtises, parce que cette dimension-là de former, pour être considéré comme formé au club, il faut avoir passé 3 ans entre ses 15 et 21 ans. Et si je dis pas de bêtises, les calculs sont bons, Mbappé a passé 3 ans au PSG entre ses 15 et 21 ans, du coup il est considéré comme formé au club. Dans tous les cas, la tendance aujourd'hui est à un départ dans les médias, et bon, même si on l'espère pas, il va falloir quand même essayer de respecter cette règle UEFA, même si les sanctions ne sont pas non plus énormes. Si, par exemple, tu as un joueur sur les 8 qui manque, tu retireras juste un joueur sur ta liste de 25. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, c'est pas non plus extraordinaire. Marcin Bulka. Alors lui, c'est un des seuls qui donne satisfaction. Il est prêté à l'OGC Nice de Christophe Galtier. Il a une option d'achat à 2 millions d'euros. On ne sait pas trop pourquoi il a signé ici. C'est dommage parce que j'ai fait mes calculs. Lui, il pourrait être formé au club. Et par exemple, en tant que numéro 3, si c'était le cas, il serait bien mieux qu'un Letellier. Parce qu'il est jeune, évidemment. Problème, il a fêté ses 22 ans en octobre. Et à ce moment-là, ça faisait 2 ans et 4 mois en France, parce qu'il a été prêté à la Berrichonne de Châteauroux aussi. Donc ça fait pas 3 ans déjà. Et surtout, en fait, il a fait une pige à Cartagena. On l'avait prêté, je crois, 6 mois après, qui n'avait pas du tout été concluant. Il nous l'avait renvoyé durant l'hiver. Et du coup, au final, il n'est pas considéré comme formé au club. Mais l'OGC Nice, selon les dernières informations, voudrait lever l'option d'achat. C'est cool. Ça monte, on va dire, le chèque à, disons, 9-10 millions, si on vend Donnarumma, n'importe quoi, Areola et Bulka, ça fait plaisir. Ensuite, Sergio Rico. Sergio Rico, j'y crois moins. Sergio Rico, j'y crois moins parce qu'il a un gros salaire. Alors, il a été prêté à Majorque, il a un contrat jusqu'en 2024, évidemment. On rappelle qu'il a coûté 6 millions d'euros, c'est quand même quelque chose pour un gardien voué à être numéro 2. Je crois qu'il touche 2,5 millions d'euros par an. Pareil, c'est un salaire qui est très conséquent, et dont certains clubs, la plupart, seront incapables tout simplement de s'aligner dessus, ne voudront pas, parce que c'est vrai qu'à Majorque, il a fait 14 titularisations pour 29 buts encaissés et 30 arrêts. Voilà, c'est des statistiques tout bonnement catastrophiques. Les supporters, il se les est mis à dos. Son entraîneur aussi, puisque aujourd'hui, il s'est fait dépasser tout simplement par le gardien remplaçant qui est Manolo Reina. Contre Séville, par exemple, il a été élu homme du match, ce dernier. Et à Majorque, on voit pas du tout l'avenir avec lui, quoi. Même que ce soit prolongation de prêt ou recrutement définitif, c'est compliqué. On sait qu'il y a la Lazio sur le coup. Il s'est affiché avec Luis Alberto, un célèbre numéro 8-10 de la Lazio Rome, sur les réseaux sociaux dernièrement. Maintenant, est-ce qu'ils vont passer à l'action? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut l'inclure pour faire baisser la note, on va dire un tout petit peu, sur Milinkovic-Savic par exemple? J'en suis pas sûr. Mais dans tous les cas, 2,5 millions de salaire, ça me paraît compliqué et j'ai l'impression qu'on va pas s'en séparer cet été. Voilà. J'ai l'impression qu'il va revenir tranquille. Il a accepté le prêt cet hiver. Au meilleur des cas, on le prêtera. C'est objectivement, je vous parle. Après, si on peut s'en séparer, il n'y a pas de problème parce que même en numéro 2, je l'imagine mal en fait. Il a signé au PSG, il a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Il y a des matchs qu'il a réussi durant lesquels il a fait des arrêts. Mais quand il arrive, c'est une véritable passoire. Voilà, c'est un gardien qui est nul tout simplement. Et au PSG, il a fait quand même quelques erreurs, quelques bourdes en Ligue 1, je crois contre Bordeaux par exemple, ça n'en reste pas moins un gardien mauvais. Voilà, c'est un mauvais gardien, et en tant que numéro 2, si on peut prendre un mec qui nous arrange sur la liste UEFA ou un jeune, c'est nickel. Après, le Tellier numéro 2, c'est encore plus léger que Sergio Rico. C'est pour ça que lui, c'est numéro 3 ou rien. Bref, je pense que Sergio Rico restera. Mais en numéro 2, par exemple, un Benoît Costil pourrait faire l'affaire, formé en France, connaît la Ligue 1, c'est dans ce champ, c'est plutôt à l'échelle nationale qu'un numéro 2 joue au PSG. Donnarumma est quand même un gardien assez fiable. S'il est numéro 1 la saison prochaine, il faut quand même le reconnaître. Pas besoin de se mettre la pression sur le numéro 2. Avec Keylor Navas, c'est vrai que tu avais quand même une irrégularité. Sergio Rico a quand même joué une demi-finale de Ligue des Champions, joué quelques matchs, plus que n'importe quel autre numéro 2. Parce que Navas commençait à se faire vieux, il se blessait un petit peu tout seul, la plupart du temps aux échauffements avant les matchs. Donnarumma, c'est pas le cas.
Donnarumma, c'est vraiment quelqu'un de très régulier. Je crois que cette saison, quand il a loupé les matchs, c'est quand il était malade, quand il avait des virus, des bactéries ou des gastro, je crois. Donc c'est vraiment nickel. Ça, c'est vraiment à signaler, hein, la régularité de Gigio Donnarumma. Dans tous les cas, je pense qu'on va partir avec Sergio Rico numéro 2. Maintenant se pose la question du numéro 1. Évidemment, on a recruté Donnarumma après avoir prolongé Keylor Navas. Et à ce moment-là, il faut l'admettre, il y a eu un manque de respect envers le costaricien. Même si sa demi-finale contre Manchester City est loupée, il est incriminé sur le but de De Bruyne, je crois, qu'on prend au Parc des Princes, le faux centre bizarre. Il y a d'autres prestations, par exemple contre le Barça, je pense que tu passes pas sans sa prestation extraordinaire au match retour. Contre le Bayern, c'est miraculeux, tous les arrêts qu'il te sort là-bas à Munich. Donc, et puis en Ligue 1 surtout, voilà, même si tu ne remportes pas la Ligue 1, il est quand même décisif parce que sans lui, je crois que tu n'es même pas sur le podium la saison dernière. Dans les 1 contre 1, il gérait très très bien, il arrête pas mal de pénaltys. Évidemment, il est très bon par rapport à son leadership, c'est une force tranquille. Sa performance contre le Real en phase de poule de Ligue des Champions, mais ça c'était encore avant. Quand on fait 2-2 là-bas, c'est extraordinaire. Je crois que, si je dis pas de bêtises, il subit 30 tirs, je crois, ou il fait 30 arrêts. Non, 30 arrêts, ça me paraît assez énorme, mais dans tous les cas, la prestation est monumentale, quoi. C'est une prestation qui est à inscrire tout simplement au panthéon des gardiens du PSG. Bon, c'est le meilleur gardien de l'histoire pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Il touche 11,5 millions, on se rappelle, hein, il y avait l'épisode, sa fiche de salaire avait fuité en septembre 2020, donc depuis il a prolongé la saison dernière, je pense qu'il y a eu une augmentation, disons 12 millions bruts, ouais, 12-13 millions bruts pour le PSG, c'est ce qui nous importe, le brut ou net, quand tu parles dans la perspective du club, évidemment c'est le brut qui t'intéresse, donc le club lâche 12-13 millions à Keylor Navas, après les charges et tout ça, ça fait 11,5 pour lui dans sa poche, si on peut dire, mais dans tous les cas, ça coûte cher. C'est un gros salaire. Cette saison, la cohabitation ne lui a pas réussi. La vérité, c'est que Donnarumma arrive. Il y a manque de respect vis-à-vis de Keylor Navas, c'est vrai, parce que pour moi, on doit s'en séparer l'été dernier, en fait. C'est soit tu te sépares de Navas, tu fais un choix très fort, soit tu le gardes, mais t'envoies en prêt Donnarumma. Et tu fais pas de cohabitation. Tu dis pas à Navas, ok, tu restes. Par contre, bon, on n'a pas les couilles de te faire partir, on n'a pas les couilles de prêter Donnarumma, on va faire du 50-50. Non. Un gardien comme ça se respecte. Et pour moi, la cohabitation, ça a été un manque de respect pour lui. Vous savez très bien que dans la balance, mon cœur penche pour Donnarumma. Mais il faut quand même admettre que Navas n'a pas été respecté. Ensuite, évidemment, d'un point de vue psychologique et de performance, la réalité, c'est que c'est Navas le grand perdant. Donnarumma arrive, il fait une grosse performance. D'abord, il lui est préféré contre City en septembre. Navas, bon, commence bien sa saison. Ensuite, en novembre, il y a quand même des trous. Il y a un rouge contre Nantes. Contre Lens, il fait une erreur. Ne pas oublier les buts qui sont à lui imputés. Et c'est surtout des buts qui comptent parce que derrière, l'équipe prend des points, gagne tout simplement. Après, Donnarumma, dynamique au mois de février. Titulaire au match aller contre le Real. Là, au moment du match retour, vous connaissiez mon avis. Je disais, il ne faut pas que ça saute, il ne faut pas que ça disjoncte. Restons sur la même lignée d'ici à la fin de la saison. Faisons jouer Navas au Santiago Bernabéu. Oui, la réalité, c'est qu'à ce moment-là, en termes de performance, Donnarumma était supérieur à Navas. Voilà, parce que Donnarumma était vraiment exemplaire. La détente, les frappes à bout portant. Il travaillait même les relances, il prenait des risques, et ça, c'est cool. Et je le disais dans les vidéos. Dans mes vidéos de novembre, si vous les prenez, les débriefs, je crois, contre Leipzig, par exemple, je disais, attention, il fait de belles relances, il prend des risques, c'est cool, mais je pense qu'il y aura un moment donné cette saison où il va faire une erreur, il va prendre un petit peu trop de confiance, j'espère que ce sera sans incidence, et que les supporters le comprendront, ne le résumeront pas à ça, parce que avant de faire cette erreur, il y a eu quand même pas mal de prises de risques, et personnellement, j'aime les joueurs qui prennent des risques pour le bien de l'équipe. C'est le cas de Donnarumma qui progressait. Malheureusement, tu peux pas faire pire que cette erreur face à Karim Benzema. Ensuite, l'équilibre du vestiaire est bouleversé. Donnarumma... Alors, l'histoire du Real, faute ou pas, moi personnellement, je pense qu'il y a faute de Benzema, même avec le recul de mois après. Mais le pire dans tout ça, c'est pas ça. C'est les matchs qui te sortent après. Avec l'Italie, éliminée pour la Coupe du Monde. Contre Monaco, il en prend 3. La boulette contre Marseille lors du Classico. Contre Strasbourg, il est un petit peu paumé. Et le mec, il est vraiment dans une spirale plus que négative. Le problème, c'est pas l'erreur en soi. C'est que derrière, il n'a pas su se relever jusque-là. Et ça, c'est très inquiétant. Ça, c'est vraiment ça qui m'inquiète, d'avoir un joueur qui n'a pas la force mentale. Et pourtant, ça peut paraître paradoxal, mais à Milan, il a été saccagé, Donnarumma. À Milan, il a eu tout San Siro qui le huait.
ça l'a insulté de Donnarumma, je crois que ça jetait même des billets à son effigie sur le terrain. Il a été tensé. C'est pas un gardien qui vient d'un milieu modeste, qui n'a rien connu dans sa carrière. Et même, je dirais même plus, il a connu pire à Milan que ce qu'il a pris là au PSG. Parce que le traitement était, disons, médiatique. Dans les tribunes, il n'y a pas eu de banderole anti-Donnarumma, il s'est pas mis les supporters à dos complètement, enfin, il n'y a pas eu de vraie campagne, tu vois, par rapport à Neymar. Lui, Neymar, il en a pris plein la gueule. Donnarumma, je trouve que, même s'il y en a beaucoup qui en ont fait le premier responsable de cette élimination, et surtout, je pense que par rapport à d'autres, il n'a pas été épargné, c'est-à-dire que pour moi, sur ce match contre le Real, Donnarumma et Marquinhos, ils sont au même niveau. Et le pire dans tout ça, c'est pas l'erreur de Donnarumma, ce ne sont pas les erreurs, les prestations individuelles, c'est surtout que collectivement, à 1-1, t'as l'impression que le match est perdu, qu'on est éliminé, alors que le Real Madrid vient juste d'égaliser, que tu as encore évidemment de l'avance. Voilà. Bref, dans tous les cas, je suis inquiet pour Donnarumma, il en reste pas moins jeune. Navas a 34 ans. Évidemment, je fais le choix de me séparer de Navas. D'ailleurs, c'est ce que le PSG a fait. RMC Sport, l'équipe ont confirmé. Comme d'habitude, c'est l'équipe qui a annoncé avant RMC Sport que le PSG a décidé de faire de Donnarumma son numéro 1. Moi, personnellement, je continue à croire en lui. Il y a une dimension subjective parce que je l'apprécie. Je trouve qu'il a bien travaillé au niveau de sa personnalité, le lien avec les supporters. Et surtout, ne pas oublier sa saison avant le match contre le Real. C'est triste à dire parce que la saison, tu la joues quasi que au Santiago Bernabéu. Mais avant, en Ligue 1, il te sauve des matchs, clairement. Il te fait des arrêts qui te valent des points, tout simplement. Parce qu'il y a le timing. À chaque fois, c'est des arrêts à 0-0 ou en fin de match. Et c'est des arrêts qui sont extraordinaires. J'étais au parc fin octobre face à Burak Yilmaz, par exemple, en tout début de match. Quand tu te fais secouer, ta défense est incapable de gérer Burak Yilmaz, 34 ans. Lui, terminé. Il te sort un arrêt de classe mondiale. Contre City, il te sort une grosse prestation. Voilà, un vrai classique. Mais bon, c'est comme ça, c'est dommage, c'est très regrettable. Et personnellement, je fais le choix de me séparer de Keylor Navas. Évidemment, il faudrait faire une célébration, une cérémonie pour Navas et Di Maria, qui sont deux véritables légendes du club, tout simplement, parce que des joueurs plus que réguliers. Et je pense que ce sont les deux joueurs qui ont le plus réussi à se sublimer en Ligue des Champions sous l'ère QSI. Voilà. Neymar a été gêné par les blessures. Zlatan, on ne peut pas dire que la Ligue des Champions, c'est ce qui lui réussissait. Cavani, il est pas trop mal, mais quand même, je le trouve un cran au-dessus des deux autres. Marquinhos, pas possible. Impossible de l'imaginer à ce... Même s'il a marqué des buts importants, Atalanta, City, non. Marquinhos, contre le Barça au Camp Nou, c'est un des pires sur le terrain. Contre le Real, idem, il loupe contre Manchester United. Je trouve qu'on a été trop clément avec lui. C'est pas possible de le mettre au même niveau qu'un Di Maria ou un Navas. Et même Mbappé, voyez-vous. Même Mbappé, parce qu'Mbappé, en réalité, il a fait 5 ans au PSG, et seulement 2, durant lesquels il nous porte en Ligue des Champions. Les 3 autres, ne pas oublier la frappe molle face à Manuel Neuer en finale de Ligue des Champions, et quand il glisse face à De Gea, contre Manchester United. Et puis surtout, il nous porte. Alors, c'est difficile à dire, c'est difficile parce que c'est vraiment être de mauvaise foi. Je kiffe Kylian Mbappé, mais je trouve que c'est plutôt juste de dire « Ok, il nous porte, mais ça ne paye pas. Contre le Real, il met 2 buts, mais ça ne suffit pas. Derrière, t'as Benzema qui surenchérit et qui en met 3. Lui, il porte vraiment le Real Madrid. Le mec, il l'emmène en demi-finale de Ligue des Champions. Alors oui, c'est pas le premier problème, évidemment, que avant tout, c'est l'équipe qui a derrière lui. Mais j'espère que je me suis fait comprendre par rapport à Kylian Mbappé. On n'oublie pas la période où il n'a pas marqué en Ligue des Champions pendant 1 an, où il était vraiment dans un creux énorme, et à ses débuts, la double confrontation contre le Real Madrid en 2018, il passe un petit peu à côté, notamment le match retour. Contre Dortmund au retour, il n'est pas là. Au Final 8, il se blesse et il essaye de revenir, c'est un petit peu trop juste pour qu'il soit assez lucide pour réussir sa finale. Après, contre l'Atalanta, c'est vrai qu'il fait des différences sans pour autant être décisif dans la surface, tout simplement. Le Final 8 étant plus celui de Neymar et de Di Maria. Donc voilà, Di Maria, meilleur joueur du PSG de l'ère QSI en Ligue des Champions. Derrière lui, Keylor Navas, tout ça pour dire que je m'en sépare cet été parce que la cohabitation, ça ne peut pas durer entre les deux. Et encore, on a touché du bois, on a été très chanceux parce que c'est à mettre à l'avantage de Pochettino. Il l'a bien géré. Il a fait une erreur, il s'est tiré une balle dans le pied, même dans la tête, en mettant Donnarumma au retour contre le Real, alors qu'il fallait pour moi maintenir cette dynamique de 50-50. Peu importe la dimension des performances de chacun. Tu vois ce que je veux dire. Et bien sûr, c'est une chance absolue pour, humainement, les joueurs, ça s'est pas trop mal passé. Il n'y a pas eu de problème dans le vestiaire. On sait que Navas est un fin politicien qui est capable de foutre le bordel. Il l'a pas fait.
Et il a fait une déclaration très honnête dernièrement qu'on ne peut pas lui reprocher, tout simplement. Lui-même, je pense qu'il va faciliter son départ. Hein. Navas va vouloir partir cet été. Et c'est pour ça aussi que je facilite son départ. Donc voilà ce que je fais au poste de gardien. Je voulais juste rétablir quelques faits, ouvrir quelques débats comme ça pour ce premier épisode en douceur. On va se retrouver prochainement pour la défense, ensuite le milieu et l'attaque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis donner vos avis dans l'espace commentaire parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour être d'accord tout le temps. Ça sert à rien de regarder mes vidéos si c'est pour tout approuver. Ça voudrait dire que vous n'appreniez rien et que vous ne vous ouvrez pas l'esprit. Bref, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous avant tout. On se sépare de Letellier, Boulka, Areola, Navas. Rico, j'y crois pas. C'est subjectif, mais j'y crois pas. Et Donnarumma reste. En tant que numéro 2, on peut envisager un Benoît Costil. Après, il n'y a pas grand monde après sur le marché des transferts. On peut envisager David Ospina, par exemple, ou un jeune. Mais le problème, c'est que nos jeunes, j'ai l'impression qu'il y a quand même un déficit de niveau au niveau des gardiens, tout simplement. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les amis.